quelques mots aussi sur l'habitat participatif, puisque c'est ce qui nous rassemble ce soir. Aujourd'hui, ça représente plus de 200 projets qui sont aboutis et qui ont fait leurs preuves en tant que plus-value pour les communes, pour les habitants, pour les territoires. On a, si vous regardez la cartographie, dans les plus de 800 projets qui sont recensés, on en a également parmi ceux-là recensé 146 qui sont hors des villes. Donc là, on va plus être sur des projets de réhabilitation également. Et finalement aussi, l'habitat participatif, pourquoi, pour qui? C'est tout d'abord pour amener de l'habitat de qualité qui tienne compte des besoins des personnes, qui, par l'effet de la mutualisation, est aussi économe en foncier et en espace mobilisé. L'habitat participatif, c'est aussi un habitat qui génère du lien au travers des projets, mais aussi au travers des espaces et des échanges qui vont s'y créer, que ce soit entre les générations, entre les cultures. C'est également un habitat qui s'inscrit pleinement dans son environnement, dans la manière de repenser son impact écologique, son projet, de s'inscrire sur un territoire, d'y intégrer son patrimoine architectural, son histoire, etc. Et puis, surtout, c'est aussi un habitat qui répond aujourd'hui aux attentes des citoyens, dont on a vu où il y a de plus en plus de volonté de réinvestir des espaces extérieurs, en dehors des villes, qui soient aussi plus proches de la nature, où ils aient aussi la possibilité de réinventer, d'avoir de nouveaux usages et de mettre en place d'autres modes de vie. Et c'est justement l'objet aussi ce soir de ce webinaire, de mettre en avant les conditions justement de réussite de ces projets, de ces groupes qui recherchent à monter des projets hors des villes. Et pour cela, je vous le disais, avant de donner la parole à Jérôme et Delphine, qui sont impatients de présenter leur projet, je voulais tout simplement rappeler qu'il y a aujourd'hui ce soir Arthur Courty, qui est chef de projet à la direction du programme Action au cœur de ville, qui nous fait donc le plaisir d'être présent et qui fait partie des partenaires mobilisés avec Habitat Participatif France. Voilà, donc, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole pour vous présenter, pour nous dire quelques mots. Ou si vous avez la possibilité de nous parler. Non. Bon. Eh ben, je vous propose, du coup, on va essayer de résoudre ça et on vous fera intervenir tout à l'heure. Et en attendant, du coup, place à ce qui nous place au plus croustillant du coup de la présentation, donc le projet Penja. J'arrête de faire le partage. Bonjour. Donc Penja, voilà, donc Delphine, qui nous emmène à Auch et qui se précise avec un emménagement dans 4 mois. Donc bonjour, on devait vous parler à 3, mais nous ne sommes que 2. La troisième personne vient un petit pépin d'accident de vélo, donc Fabienne.
peut-être elle nous rejoindra, mais Peut-être peu elle nous probable. regarde. Et peut-être elle nous regarde. Voilà. Merci de nous inviter pour faire cette présentation. On s'excuse de la qualité audio, apparemment ça grésille un peu, on ne peut pas faire mieux pour ce soir. Et on va commencer. Et on vous présente le projet du PenJat, dans lequel nous espérons emménager, c'est maintenant presque sûr, au mois de juin de cette année, dans 3 mois. Voilà, donc le PenJat, c'est le nom du lieu-dit d'une ancienne ferme qui est située à 4 km d'Auch. Auch, c'est la préfecture du Gers, une petite préfecture de 20 000 habitants qui fait partie du programme Cœur du Guide. Et donc la photo que vous voyez, c'est le chantier il y a à peu près 3 mois. Aujourd'hui, l'échafaudage a été enlevé. Voilà, c'est une maison qu'on a trouvée, qu'on a repérée très vite comme un bâtiment qui pouvait se prêter à abriter plusieurs logements. Hein. À l'origine, c'est une ferme, il n'y a qu'un logement et des locaux agricoles derrière. Mais très vite, on a repéré qu'on pourrait faire 4, 5, 6 logements, et à l'arrivée, on fait 6 logements dans ce bâtiment. Le groupe aujourd'hui, c'est 15 personnes, 6 foyers, intergénérationnels, des trentenaires, des quarantenaires, des gens en début de retraite, et 4 enfants. La maison, vous la voyez en bas, donc avant travaux. Donc on l'a trouvé tout au démarrage du projet. Voilà. Ça a été une chance. On a repéré ce lieu qui était charmeur, qui avait du caractère, et sur lequel il n'y avait pas beaucoup de candidats acheteurs parce qu'il y avait énormément de travaux à faire. Dans lequel on peut faire il va y avoir environ 600 mètres carrés de plancher entre l'existant et une petite extension qu'on fait sous le fêtage du toit. Donc c'est une réhabilitation qui met en valeur le bâti. On a vraiment soigné l'existant, la prise en compte de l'existant. On a soigné la dimension bioclimatique et écologique. On voulait un chantier écologique en termes de matériaux. Et on voulait aussi un immeuble qui ne nous coûte pas cher demain, en charge, que ce soit en chauffage ou en tenue à la chaleur. Dans le Gers, on a autant de problèmes de chaleur l'été, donc on a été très attentif à ce qu'on appelle le confort d'été. On a de l'habitat qui est varié, puisque nous avons aussi un habitat mobile, une roulotte. Nous avons un chantier qui est habité depuis 5 personnes depuis 1 an, alors que nous sommes en chantier, donc dans une caravane, dans une petite maison en bois. Le programme comprend aussi un local d'accueil pour la création d'une activité professionnelle, en fait, qui est le transfert d'une activité professionnelle, un cabinet de soins. Et puis, avec une volonté d'être en lien avec la vie sociale locale, d'être ouvert sur le monde, et que ça soit aussi un support de vie sociale. C'est une maison qui est au bout d'une impasse, mais on avait vraiment envie qu'il y ait du monde qui vienne nous voir. Ouais, c'est un lieu d'accueil. Et je rebondis sur le côté différencié des logements. Il n'y en a pas un pareil. Voilà, on peut se dire, mais comment ils ont fait 6 logements dans ce Rubik's Cube, qui est le bâtiment? Ils sont tous différents. Ça a été le Pulse, c'est fait comme ça. Hop, alors, Voilà, est-ce qu'on arrive à changer? À la diapo suivante, voilà. Alors, on met beaucoup de choses en commun. C'était notre projet. Donc, on met des locaux d'abord en commun, une salle commune, un studio d'amis, une buanderie avec toutes les machines à laver, une cuisine d'été, un atelier, des garages, hangars et des jardins, que ce soit des jardins d'agrément, celui que vous voyez sur la photo, un potager ou un verger avec des arbres que nous venons de planter il y a quelques mois. Voilà, le terrain est conservé très ouvert, sans clôture, juste quelques clôtures de sécurité autour de la mare pour les enfants et autour des poules, pour pas qu'elles aillent partout. On bénéficie d'une mare qu'on conserve, il y en a une autre qui est asséchée l'été. Et puis l'ordre de grandeur, c'est une opération immobilière à un peu plus d'1 million d'euros, 1 350 000. Et on a réussi à produire des logements qui vont sortir à environ 2 350 € du mètre carré, tout compris. C'était un des objectifs, une ambition que nous avions, pour que ça soit accessible à tous, des gens d'âges différents et de revenus différents. Du coup, Jérôme l'a dit, la maison a été
plus ou moins le point de départ de ce projet d'habitat partagé. La maison est une rencontre donc entre les deux premiers foyers, les 4 acheteurs qui ont investi dès le départ dans la maison en faisant le pari de constituer un groupe autour de cette graine de projet. Ça, un pari qui a été suivi. Hein. Donc, le fait d'avoir une maison comme au démarrage du projet d'habitat partagé a beaucoup filtré finalement les intentions des personnes intéressées. On a mis en place une convention pour permettre aux personnes intéressées de suite intégrer le projet sans forcément s'engager définitivement, passer on va dire ce petit cap de bah oui, je m'engage à faire à habiter avec vous, clairement. Cette convention, on reviendra dessus tout à l'heure, mais elle a été très facilitante pour tous les foyers, pour intégrer le projet, en comprendre tous les aspects et se rencontrer concrètement avec les autres acteurs. Du coup, le groupe s'est constitué assez vite, suffisamment vite pour qu'on lance les travaux en attente du dernier foyer qui nous a rejoint dernièrement. Vous voyez là la frise d'en bas, c'est vraiment la chronologie idéale qui répondait à nos objectifs, on va dire. Donc, effectivement, alors, on a sur le site une petite roulotte et une grande roulotte et des caravanes. Dans l'idée, l'aspect caravane, c'est vraiment le temps des travaux. La roulotte, c'est quelque chose qui va rester en place. C'est un habitat permanent. C'est un habitat permanent qui nous a permis, en intégrant la propriétaire de cette roulotte, elle, d'investir dans du locatif. Donc, puisque c'est une roulotte qui est très très belle, elle n'a pas voulu la quitter et elle a quand même voulu être chez elle. Donc elle a un habitat qui va être destiné à des locataires et c'était quelque chose que l'on recherchait également. La mise en commun de tous les documents qui soient financiers, statuaires, comment on dit, constitutifs, tous les documents techniques aussi sur la réhabilitation, oui. Donc sur les travaux, sur l'aménagement des logements. Tout ça a été à la fois bâti ensemble et avec un souci de communication pour qu'on puisse y accéder, pour que ça soit lisible et compréhensible par tout le monde. Il y a ceux qui comprennent la technique, il y a ceux qui comprennent le droit, il y a ceux qui comprennent les questions d'argent, puis il y a ceux qui ont besoin qu'on leur explique parce qu'ils n'aiment pas lire, quoi. Voilà. En tout cas, c'est vrai que ça aussi, ça a été facilitant pour aller vite, puisque chacun a pris en main ses compétences ou a eu envie de travailler de nouvelles compétences et s'investir sur des dossiers différents, puisque là, vraiment, à la fois les questions juridiques que les questions sociales et les questions de projets immobiliers étaient en même temps. Donc, c'est vrai que tout le monde puisse prendre la main et se dire, bon, moi, qu'est-ce que je fais de ça? Et ensuite, faire un retour. Ça nous a vraiment permis d'avoir une cadence. Également, de pouvoir faire des réunions assez... sur un rythme assez soutenu, quand même. Un rythme assez soutenu, et aussi très décisif. Information, discussion, et puis on choisit, quoi. On n'a pas beaucoup eu à tergiverser, parce qu'en plus, les travaux, si on prend du temps, ça coûte cher. C'est une réalité aussi. Après, qu'est-ce que tu peut-être... Allez, on passe. Donc la question juridique, ça a été tranché avec un souci financier,
puisque nous avions au démarrage, c'était une SCI, on l'a transformée en SCA pour pouvoir avoir les prêts à taux zéro pour les foyers pour qui c'était accessible, ce qui clairement, ça représente 2, 3 foyers. Ouais, 3 foyers. 3 foyers, voilà, sur 6, on ne pouvait pas passer à côté, surtout qu'on ne pouvait pas, clairement. Ensuite, on s'est engagé dans une démarche donc bâtiment durable en Occitanie, avec un cahier des charges assez conséquent, ce qui nous a permis à la fois de nous investir encore plus sur les questions techniques d'immobilier et d'obtenir aussi une certaine performance au niveau de nos envies écologiques. Donc d'aller chercher des informations et puis de répondre à ce cahier des charges, vraiment, je pense qu'on n'aurait pas fait pareil. Ouais. Et ça nous a donné aussi un cadre pour passer de l'intention d'un bâtiment écologique à réellement une réalisation et de respecter des règles que nous avions choisies, mais qui ensuite s'imposaient à nous. Ça nous a quand même bien aidé sur la qualité du chantier. Et on va d'ailleurs bien s'y retrouver, puisqu'après on va avoir un immeuble qui va être à la fois confortable et à la fois très très économique en charge. Au niveau de la vie de groupe, de qu'est-ce que ça va être, on n'a pas figé énormément de choses, partant sur le principe que on allait les voir ensemble, que ça servait à rien de se donner des règles maintenant alors qu'on ne les appliquerait pas de suite. On a des règles d'usage qui sont clairement posées parce que c'est les choix techniques du bâti. Je prends l'exemple, je sais pas, du chauffage. Et forcément, en fonction du choix du chauffage, ça a une incidence sur comment on l'intègre dans notre vie de groupe. Donc ça, ce sont des choses où tous en ont conscience. Et en tout cas, j'espère. En tout cas, on le saura. Et vraiment, on a des questionnements ensemble, mais il n'y a pas de règlement intérieur, entre guillemets. C'est quelque chose qu'on va vivre avant. C'est l'idée, en gros. C'est de vivre ensemble et ensuite de construire à partir de ça des règles s'il y a besoin. Ensuite, alors la charte des valeurs. Elle n'est pas très longue, mais vas-y Delphine. Non, c'est moi. La charte des valeurs. On a rédigé ça assez vite au début du projet, sur un coin de table d'une cuisine, après quelques séances de discussion. Voilà. Et on aime bien la rappeler, parce qu'elle n'est pas très longue, mais c'est de créer un lieu de vie, d'habitat et de travail, qu'on puisse aussi travailler sur ce lieu-là, autour des valeurs de convivialité, de partage, de solidarité, d'ouverture au monde, d'accueil et de création. Il y a quelques artistes aussi dans le groupe. Nous souhaitons poursuivre un mode de vie écologique, économe, avec une large part aux moyens collectifs, donc avec beaucoup de moyens mutualisés. Et on peut produire une part significative des ressources nécessaires en énergie, donc électricité, eau chaude sanitaire, et en nourriture avec un potager et un verger. Et puis surtout, nous avons envie de nous marrer et de bien vivre ensemble. Ce n'est pas un sacerdoce, c'est une belle aventure humaine qui nous amuse et qui nous plaît. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous lire ce pavé. Le diaporama, on le mettra très certainement sur notre site. Donc, si vous voulez creuser un peu plus la convention de prêt associé, j'en ai parlé un petit peu. Je vais revenir dessus sur la base de mon témoignage. Je suis le premier foyer à avoir posé la question, mais si on veut aller plus loin, on fait comment? Et donc pour les 4 premiers associés, cette question était précipitée parce qu'ils n'avaient pas la réponse et ils ont réfléchi à cette convention. Donc concrètement, qu'est-ce que ça nous a apporté? C'est que dès qu'on a pu se dire, ben voilà, on est intéressé pour rentrer dans votre projet, on s'est engagé à devenir associé, en fait. Et pour devenir associé, ben, il y avait des conditions, le feeling, clairement, le financement, parce que on ne construit pas une maison avec tout simplement
euh, voilà, le financement, malgré tout ce qu'on veut, ben, faire des travaux, ça a un coût. Euh, il y avait également ben, comment on vit le montage du projet, et je pense que c'était vraiment quelque chose, une chance de pouvoir de suite s'investir sans forcément être engagé à tous ces niveaux-là. De pouvoir dire, ben moi j'ai envie de m'investir, je veux bien aller creuser un trou pour le futur verger ou faire un site internet ou suivre le projet des VC-Sec. Euh, voilà, me renseigner et compagnie, mais je peux pas, au jour d'aujourd'hui, je peux pas vous dire que je vais faire ce projet parce que je n'en ai pas les garanties. Donc, pour moi, qui ai été préassocié, et ça a été très sécurisant parce que j'avais quand même une place dans ce groupe qui pouvait avancer sans moi, mais qui finalement a avancé avec moi. Et de toute façon, le but de la société, bon, au début c'était la SCI, c'était de faire rentrer des gens. Donc vraiment, ça a été par retour d'expérience. Donc il y a eu trois foyers qui ont signé cette convention, et ces trois foyers ont également... Trois, quatre même. Quatre, Ouais. quatre, oui. Ouais. Ces quatre foyers ont également été associés, donc finalement, on a tous réussi à confirmer nos, nos conditions. Et puis le feeling était bon. Et j'ai perdu le fil. Ouais. Enfin bon. Non, et puis bon, c'est ce que vous voyez dans l'article 2, l'article 3, on s'engageait mutuellement dans cette période de découverte mutuelle, de confirmation de différents aspects, et clairement une période intermédiaire dans laquelle on se donne du temps. On avait dit 6 mois au maximum, en fait certaines ont été plus longues, d'autres plus courtes, même si en général on avait déjà décidé mutuellement avant que c'était OK, mais il y avait d'autres paramètres qui rentraient en compte. Ouais. Voilà. Ça sécurisait ceux qui rentraient, ça sécurisait ceux qui étaient déjà là. Ça a été pour nous vraiment un bon outil de constitution du groupe au fur et à mesure. Et également, on s'est rendu compte que ceux qui ne faisaient pas de convention de pré-associés, eh ben, ils ne devenaient pas associés parce qu'on a eu des coups de cœur, et on les embrasse. Voilà, on a vraiment eu des personnes avec qui on s'est dit là, ça peut le faire et tout ça, mais pour X raisons, c'était le lieu ou c'était pas le moment. Enfin, euh, n'ont pas fait cette démarche de pré-associé, et on se rend compte que voilà, c'est vraiment un tout premier engagement, mais fort de symbolique et fort aussi d'investissement personnel. Alors, quelques éléments de conclusion. Alors, sur la réhabilitation, puisque c'est un chantier en réhabilitation qu'on a confié essentiellement à des entreprises, les entreprises font 90% du travail, on va obtenir la réhabilitation d'un bâti ancien proche de l'énergie positive. On n'y est pas, c'était à l'énergie positive. Ce n'était pas un objectif, non, l'objectif c'était de maîtriser les charges. Mais à l'arrivée, on a un immeuble qui est très économique. On passe d'un site qui était vide depuis 5 ans, qui n'avait jamais été occupé que par 3-4 habitants depuis un siècle, et on va arriver à 20 habitants sur ce site. Donc on a fait très attention à le respecter, notamment les extérieurs, le bâti qu'on a conservé, de dégrader le moins possible, de s'adapter au site. Voilà. En termes de construction, on a une utilisation massive des matériaux biosourcés, du bois, des isolants biosourcés, et puis beaucoup d'énergie renouvelable, des panneaux de production d'eau chaude sanitaire sur le toit, une centrale de production d'énergie électrique photovoltaïque qui va nous permettre de produire presque la moitié de l'énergie qu'on devrait consommer. Et puis, pour tenir les délais, pour tenir les budgets, on a fait le choix de faire appel à des professionnels locaux, des gens du Gers, et des gens qui soient expérimentés en réhabilitation. Le choix de l'architecte s'est fait autour de la compétence et de l'expérience en réhabilitation, et les entreprises avaient toutes travaillé sur l'ancien. Sur la réhabilitation, moi, je peux peut-être rajouter un truc sur lequel on est assez fier, c'est qu'on n'a pas de benne de déchets qui est sortie de ce chantier. Alors qu'on a rénové 600 mètres carrés. Bon, après, c'est une vieille bâtisse, donc c'était des
des déchets relativement naturels, de terre, de bois. Mais il y avait une partie habitée et on a réussi à vraiment limiter, et par l'approvisionnement, donc des nouveaux matériaux qui viennent dans leur emballage et compagnie, voilà, à limiter les déchets sur ce chantier. Et pour nous, c'est vraiment une fierté. Et à réutiliser aussi la poutre, la jolie poutre qu'ils ont enlevée, et elle a resservi pour un pas de porte. Ou, enfin voilà. Ensuite, sur le fait de faire en 3 ans, ça c'est un objectif qu'on s'est tous donné et au fur et à mesure, tout le monde est intéressé par cet objectif, que ça dure pas trop longtemps. Donc, on a dit 3 ans à l'issue de la première réunion publique. Bon, à l'arrivée, ça va faire 3 ans et demi, mais c'est vite mené. Alors, par contre, on a cavalé quand même. C'était sur un rythme soutenu pendant ces 3 ans. Mais on a tenu cette logique. Il n'y a pas de raison que ça dure plus longtemps que d'acheter ou de fabriquer sa maison par ailleurs, quoi. Pour ça, le fait qu'on ait identifié le lieu très tôt a sûrement beaucoup aidé à ça, quand même. Et puis on a fait 6 logements, c'est pas parce que le groupe faisait 6 foyers, non, c'est parce que le bâti permettait de faire 6 logements et on n'en rentrait pas un septième, quoi. Ouais. Ça, et puis qu'on a posé ce cadre à la fois souple, mais déjà bien conçu, d'un projet qui se tenait à peu près, même s'il n'était pas précis, dès la première réunion publique donc à laquelle Delphine a assisté, et qui a eu lieu fin 2017, quoi. Et puis après, tout le monde s'y est mis, que ce soit pour les dossiers, pour la maîtrise d'ouvrage, ou pour les chantiers, ou pour garder les enfants, ou pour... donc tout le monde a beaucoup participé depuis 3 ans à des niveaux et sur des objets différents, quoi. Alors bon, on a aussi eu quelques difficultés. J'espère qu'on voit le bout, mais tout n'a pas été facile. Bon, il y a une difficulté classique en réhabilitation, c'est la difficulté à prévoir le coût. Et on a quand même vécu 6 mois avec une prévision du coût de travaux qu'on ne pouvait pas financer, donc pendant lesquels on n'a quand même pas très bien dormi pendant 6 mois. Et pour finir, on est arrivé à rentrer dans le budget. On a mis 2 ans à obtenir des aides de l'ANA. On fait partie des premiers projets en France à caractère participatif à obtenir une aide de l'ANA, donc on remercie l'agence, mais si ça pouvait se simplifier un peu, ce serait une bonne chose. Et HPF y travaille, quoi. Et puis on a aussi rencontré des difficultés sur la lourdeur des emprunts bancaires en société civile d'attribution. On a choisi ce statut pour des raisons bancaires, pour que les foyers non imposables puissent accéder au PTZ. Nous y sommes arrivés avec l'aide du Crédit Agricole, mais ça a quand même été long et compliqué. Voilà, sur cette présentation, on a encore quelques diapos sur plutôt la présentation technique de l'habitation, mais on pensait déjà s'arrêter là et prendre des questions si ça vous dit. Merci à vous pour cette présentation. C'était très riche et on a déjà des petites questions en fait qui ont suscité du coup l'intérêt par rapport à la présentation, notamment sur la municipalité, sur la collectivité, la commune, si elle a eu un rôle dans le projet ou si vous avez eu des liens. Alors, oui, elle a eu un rôle, je dirais, modeste, mais très positif et qui s'inscrit dans la durée. On est allé se présenter très tôt à la mairie pour présenter ce projet-là, pour le faire prendre au sérieux. On a été très bien reçus, ça. On a demandé au maire de nous aider en communication et il nous a aidés pour ça, pour faire connaître et que je dirais tous les gens d'Auch puissent venir visiter et puis trouver des gens qui seraient intéressés par ce projet d'habitat participatif. Ça. La ville nous a soutenus dans les démarches d'urbanisme, bon, c'était un petit peu compliqué, mais donc on a toujours eu un soutien discret de la municipalité, quoi. Une autre question? Alors, il y a eu beaucoup de questions sur le rôle des accompagnateurs, qu'ils soient spécialisés sur l'habitat participatif ou des architectes ou d'autres professionnels.
Est-ce que vous avez eu recours à ce type d'accompagnement? Alors, de deux natures. Sur l'accompagnement, sur la démarche participative, on a eu de la chance, on avait beaucoup de ressources en interne dans ce groupe, donc on n'a pas ressenti le besoin d'avoir un accompagnement professionnel. Des personnes avaient déjà, dans plusieurs foyers, avaient déjà fait des tentatives d'habitat participatif qui n'avaient pas abouti, puis celle-là a été la bonne. Par contre, on s'est beaucoup appuyé sur le réseau d'HPF, on est allé aux rencontres nationales, sur le centre de ressources, on a beaucoup partagé avec d'autres groupes, et on doit dire que le réseau d'habitat participatif est très généreux, quand même, ça nous a beaucoup aidé, et aujourd'hui on a aussi le cœur un peu de rendre cette générosité en retour et de communiquer, de partager ce qu'on a fait. Après, on a quand même prévu de faire un week-end, on va dire, vraiment sur driver sur le thème du groupe, parce que bah, on a vraiment une grosse part de notre tête qui est dans le projet immobilier et dans la réhabilitation. Et on aimerait, avant d'aménager, se poser un peu sur le groupe, euh, puis peut-être refaire appel à quelqu'un en cours d'aventure, de fois qu'on y sera. Ça, c'est quelque chose que, par contre, a également, dès le début, a été dit. Ça, c'est pas fait parce que Covid. Mais voilà, c'est vraiment là où on va chercher les compétences extérieures, ça va être sur comment nous gérer en intérieur. Hein, sur la partie travaux immobilières, là on s'est fait vraiment aider par les professionnels, donc une architecte avec une mission complète, un un accompagnateur de la démarche BDO, donc qui nous a aidé à faire la conception de la partie bioclimatique, énergétique de la maison. On a fait le choix de confier les travaux à des entreprises du bâtiment ancien, hein, qui nous réalisent 90% des travaux. On n'avait ni le temps, ni les compétences, ni les moyens de faire les travaux nous-mêmes, ni l'envie d'ailleurs, tout à fait. Donc là, beaucoup d'assistance sur cette partie-là. Ok. Alors, on a eu beaucoup de questions sur le statut juridique de la SCIA, qui est une question éminemment complexe. Donc, on a mis dans le chat et dans les questions-réponses des liens vers le site d'Habitat Participatif France, où vous trouverez des dossiers qui expliquent un peu le fonctionnement de cette SCIA, notamment les principes de cooptation, etc., et de transmission. Peut-être que je peux vous poser cette question-là, c'est pourquoi avoir choisi ce statut dans votre cas précis, si vous pouvez répondre. Alors nous, là, sur la question juridique, on n'avait pas de grandes ambitions. On cherchait un outil qui marche, simple, qui puisse nous permettre d'aller vite. On espérait quelque chose d'un petit peu souple, parce qu'au début, le groupe n'était pas encore complet. Et puis dans l'ancien, pendant un moment donné, on faisait 5, 6, 7 logements avant de se stabiliser sur 6 logements et une chambre d'amis. Voilà. Donc en fait, on a acheté en SCI parce qu'une SCI, ça se monte en 15 jours, en un mois, c'est rapide. On a basculé en SCA essentiellement pour une raison bancaire, hein, pour que 3 foyers sur 6 puissent obtenir des prêts liés à l'habitat. Il fallait passer par ce statut de SCA, tout en conservant un statut de propriété qui soit de la propriété collective. C'est ça qui était important pour nous, et une propriété collective qui permette de porter ensemble des communs importants. Hein. Les communs, ça pèse un logement de plus dans le bâti et ça pèse tous les extérieurs. Voilà. Donc la société civile d'attribution, eh ben, à l'arrivée, elle nous convient bien, elle est suffisamment souple, c'est pas un système aventureux, ça fait 40 ans que ça existe, donc voilà, bon, ça nous allait bien. Très bien, merci. J'espère que ces réponses suffiront aux participants, du moins dans un premier temps. Ah oui, par rapport à ce statut, peut-être pour rebondir, est-ce que vous avez pensé la transmission de ce logement, à la fois peut-être
générationnel ou d'autres personnes? Est-ce que vous avez, voilà, est-ce qu'il est possible de revendre ou de transmettre des parts est-ce que vous avez anticipé ces questionnements en amont? Alors, dès le départ, il a été question de comment on rentre, comment on sort. Ces deux facettes, en fait, ont été étudiées. Sur la transmission également, puisque bah, on a quasiment tous des enfants, grands ou petits, hein. Et bah, c'est forcément une question complexe dans l'habitat partagé, qu'on a, je pense, énormément anticipé. Voilà. Après, c'est toujours complexe parce qu'on n'a pas forcément envie de passer l'arme à gauche maintenant. Donc, on a des scénarios. Maintenant, enfin voilà, la SCA, elle est vraiment écrite, à la fois la SCA, mais à la fois aussi nos textes structurels non, je sais pas comment. Ouais, qui sont pas dans les statuts de la SCA. Qui sont pas dans les statuts de la SCA, mais qui sont vraiment des textes qui ont bâti l'habitat partagé. En fait, ils ont énormément balisé ces choses-là. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails parce que je ne les connais pas, je ne m'en rappelle plus. Non, mais. Pour le dire autrement, on a aussi donc un pacte d'associés, en plus des statuts, dans lequel on a mis ce qu'on ne pouvait pas mettre dans les statuts. On a écrit ce à quoi on tenait qu'on ne pouvait pas mettre dans les statuts. Pour entrer, les deux outils pour entrer, c'était la convention de prêt associé, Delphine a présenté, et puis la maîtrise du budget, pour que ça soit un coût qui soit abordable à tous les foyers. Pour sortir, c'est dans les statuts de la SCA, il y a un système d'agrément, il y a un système de préemption. Donc si quelqu'un qui est déjà là veut changer de logement à l'occasion d'un départ, eh ben, il est prioritaire. Il faut qu'un nouvel arrivant soit coopté par ceux qui sont là. Voilà, donc ça nous permet de sortir. Et on l'a déjà réussi, puisque le sixième foyer est arrivé, le sixième et dernier foyer est arrivé alors que l'opération était lancée. Donc on vient de boucler la vente du dernier logement au foyer qui vient d'arriver. On a fait ça chez notaire. Et somme toute, ça n'a pas été très compliqué. C'est un petit peu long comme d'habitude, mais on a pu vérifier que la vente se faisait. Oui, après, moi je trouve que dans l'habitat partagé, on peut énormément sécuriser les biens transmis, effectivement. Pour ma part, on est énormément en réflexion sur, voilà, il y a un accident de je ne sais quoi avec mon conjoint, on part l'arme à gauche. Nos enfants, leurs tuteurs, ils n'ont aucun intérêt à conserver le bien dans lequel ils sont. Et on se dit, si on passe l'usufruit à la SCA pendant X années, et bien ça permet aux enfants de choisir eux-mêmes quand ils sont plus grands. Voilà, ce sont des choses un peu comme ça qui, moi, je trouve, sont... Enfin, pour moi, c'est un projet qui me tient un peu à cœur, justement, cet aspect-là. Voilà. Et puis on sait tous qu'un jour on partira. Certains d'entre nous ont déjà déménagé plusieurs fois, habité dans différentes villes. Certains d'entre nous achètent leur logement pour la première fois. Mais on sait que c'est une aventure qui aura un terme. Et on a envie qu'elle puisse se perpétuer aussi, notamment pour tous ceux qui restent. Voilà, tous ceux qui continueront. Très bien, merci. Bon, pour changer de sujet sur quelque chose de peut-être plus joyeux. Alors, on a beaucoup de questions sur la gouvernance. Alors, on a quelle gouvernance avez-vous choisi pour les décisions, consensus ou consentement? La question des votes, unanimité ou majorité. Et puis, comment fonctionnez-vous au quotidien pour la mise à disposition de la salle commune, la buanderie, des espaces extérieurs? Comment fonctionnez-vous pour l'entretien de ces salles? Voilà. Fonctionnez-vous par commission? Quels sont les budgets attribués à tous ces aspects-là? Voilà. Alors, les règles de fonctionnement, clairement, on n'en a pas. Tout simplement parce que là, on ne peut pas dire au jour d'aujourd'hui qui c'est qui va faire sa lessive le mardi ou le mercredi, on ne vit pas sur le site.
Donc, c'est des choses qu'on va construire ensemble. Après, je crois qu'avant tout, c'est de discuter et de communiquer le fait, moi je trouve que c'est plus facile d'une certaine manière quand on est tous un peu chacun dans nos foyers éloignés, parce qu'on a un effet où on décante les conversations et on revient avec les bonnes idées. Quand on sera sur place, ben, ce sera plus rapide, mais je pense que avant tout, il y a une énorme confiance dans la capacité du groupe à prendre des décisions, voilà, si on sent qu'à un moment donné il y a quelqu'un pour qui ça raye un peu le parquet, on essaye de comprendre pourquoi et puis si c'est pas la bonne solution, on va en trouver une autre. Je suis pas sûre qu'on ait vraiment un mode de gouvernance vraiment établi auquel on tient et auquel on ne démordra pas. C'est vraiment plus à quoi je tiens, qu'est-ce qui est important pour moi, et maintenant, qu'est-ce que j'en fais. Et je pense que voilà, on a tous ce regard-là, et finalement, on fait énormément de concessions personnelles, qu'en fait, on se rend compte que on n'avait pas forcément envie de cette couleur de rideau ou je ne sais quoi, mais en fait, on s'en fout. Et il y a beaucoup de discussions qui se font en disant, moi, je vous laisse choisir parce que, en fait, pour moi, c'est pas important. Et ceux pour qui c'est important vont prendre la décision. Donc, il y a beaucoup de communication pour ça, je pense, de transparence et énormément de confiance. Ouais. Pour dire la même chose différemment, on a écrit dans notre pacte d'associés qu'on avait un fonctionnement au consentement, qu'on applique. On n'a quasiment jamais voté en 3 ans, on n'a jamais eu besoin de recourir au vote en 3 ans. Voilà. La confiance, elle se travaille, hein, c'est la transparence sur les documents, c'est la rigueur sur les assemblées générales, avec des rapports, des écrits, des vérifications, un formalisme quand même sur la prise de décision économique, sur lequel on s'efforce d'être rigoureux, de présenter les dossiers avant pour que ça ait le temps de mûrir. On communique beaucoup, on a un site, on a un WhatsApp, on a une adresse mail, on fait des Skype de manière très régulière. Donc ça, c'est probablement l'engagement le plus fort, le fait de communiquer. Il y a des personnes dans le groupe qui ont aussi plus de compétences sur l'attention des accords, l'attention à ceux qui ne sont pas en forme, ou à celle qui vient de tomber de son vélo. C'est une qualité dont on ne parle pas souvent, mais qui est aussi importante dans un groupe, sur le bon fonctionnement d'un groupe, cette bienveillance personnelle, quoi. Voilà. Sur le plan ensuite, je dirais, administratif et juridique, on a fait le choix d'avoir une gérance avec un représentant de chaque foyer. On a distribué des responsabilités, notamment sur l'argent. Sur les 6 gérants, il y en a 4 qui gèrent les questions d'argent, ceux qui encaissent, ceux qui payent, ceux qui contrôlent. Pendant l'opération immobilière, on brasse beaucoup d'argent, c'est important. Voilà, et le fait de communiquer entre nous, on a aussi inventé beaucoup de solutions que tout un chacun, auxquelles personne n'aurait jamais pensé, quoi. En tout cas, tout le monde a été surpris par des solutions qu'on a retenues, parce que ça venait dans cette logique de consentement, des propositions, on lève quelques objections, et on trouve une voie qui n'était pas celle de départ et qui n'était pas forcément celle à laquelle on s'attendait. Très bien, merci. Alors après cette parenthèse gouvernance et fonctionnement collectif, on va revenir sur des questions un peu plus, on va dire, hard.
On a pas mal de questions sur des aspects un peu de budget. Alors on a Julie qui demande comment avez-vous voté les travaux? Le budget final était déjà inclus dans la convention. On a Christophe qui nous demande quelles sont les proportions de fonds propres et de prêts, subventions, donations, et quel type de logements sont-ils accessibles? Est-ce qu'il y a des PLS, des PLI, PLUS et PLAI? Et que représente l'achat initial du terrain et du bâti dans le coût des travaux? Et peut-être, moi j'aurais aussi peut-être sur la question du budget, entre les estimations premières de faisabilité et puis à l'arrivée, est-ce que voilà, il y a un grand écart ou est-ce que finalement voilà, vous retombez un peu sur vos pattes? Alors, je réponds déjà à part ça, parce que là, on est en plein dedans, en fin de chantier. Non, il n'y a pas de grand écart. On avait fixé un objectif, on avait un peu étudié, de sortir des logements à 2300 € du mètre carré. Allez, on va finir entre 2350 et 2400. On a un budget qui est tenu. Bon, c'est aussi parce qu'on fait appel à des professionnels qui sont expérimentés là-dedans et qu'on a une gestion financière rigoureuse, quoi. Et puis qu'il y a aussi un ou deux qui ont une compétence de dire tout le temps ça coûte trop cher, est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution pour que ça fasse moins cher? Et c'est hyper important, il y en a qui nous font économiser beaucoup d'argent. Voilà, c'est pas évident. On y a mis beaucoup d'énergie, mais on arrive à tenir le budget. Le budget, c'est une acquisition aux alentours de 200 000 € et c'est presque 1 million d'euros de travaux et plus de 100 000 € d'études. Ça va arriver à 1,3 million. Ça. Les logements, il n'y a pas de qualification de logement public, hein. On est en statut privé, c'était aussi la manière d'aller vite. C'était inenvisageable de mobiliser un organisme HLM sur le Gers sur une opération comme ça, donc on a fait une autopromotion. Mais 4 foyers non imposables ont pu acquérir et on peut obtenir, difficilement, mais on peut obtenir une subvention d'ANA qui était réservée à des foyers non imposables. Voilà, on a été aidé par la région également, de manière importante, notamment sur le programme NOWAT de la région Occitanie, qu'on remercie aussi, et notamment sur des innovations sur les bâtiments durables et sur le bâtiment économique en réhabilitation. Donc on a fait des choses qui ne sont pas très courantes, hein, des planchers neufs en bois, des WC secs sans eau, sans silure, une isolation très très poussée, une conception bioclimatique pour ne pas avoir besoin de climatisation. Donc sur ces questions-là, on a été aidé, et notamment sur l'usage des matériaux biosourcés, quoi. Ils sont quand même, il faut le dire, un peu plus chers, quoi. Voilà, sur les questions d'argent, 2300, c'était un objectif. Et la convention de pré-associés citait cet objectif. Mais à l'époque, c'était un objectif, on n'était pas sûr de l'atteindre. L'objectif, il s'est transformé en réalité dans un dossier immobilier, c'est une obligation de la société civile d'attribution. Donc c'est quand même un gros dossier qu'on a fait au lancement de l'opération, une fois qu'on y voyait clair, une fois qu'on avait pas mis de construire. Donc il y avait quand même 17 pièces, des centaines de pages. Donc là, on a beaucoup travaillé et pour cadrer tout ça, quoi. Voilà. Après, il y a quelque chose qui est assez important au démarrage. Donc la maison a été achetée, elle a été achetée par 2 foyers. Donc il y a vraiment eu toute la première année, tant que les associés, enfin, les pré-associés n'étaient pas engagés en tant qu'associés, réellement le projet était porté par 2 foyers. Donc il y a une grosse solidarité de trésorerie sur le démarrage qui a été facilitante pour les autres foyers pour entrer en fait déjà, quoi. Le projet était construit quand on l'a présenté aux banques. Il n'y avait pas beaucoup d'inconnus dedans. Alors, sur la question des fonds propres et des emprunts,
On a pu aussi réussir cette opération-là parce que tous les foyers ont apporté des apports personnels. Ce n'était pas une condition, mais en fait, ça s'est révélé un point commun. On a tous choisi d'avoir des WC secs et on avait tous de l'apport personnel. Plus ou moins, certains vendaient leur maison pour venir habiter ici, donc ils avaient des apports personnels importants. Même certains n'ont pas eu besoin d'emprunter. Mais à l'arrivée, les emprunts pèsent un peu plus. La totalité des emprunts individuels de chaque foyer et un petit emprunt de la SCA pèse une grosse moitié du financement, et on a quand même une grosse moitié qui vient en apport personnel, et avec des hauteurs très variées d'un foyer à l'autre. Ça, c'était incontestablement un atout qu'on avait avec nous. Voilà. Et donc les appels de fonds, ils se font globalement, les apports personnels ont été apportés au début de l'opération, ou pour ceux qui vendaient leur pavillon, dès qu'ils vendaient leur pavillon. Ça, et ensuite au fur et à mesure des factures de travaux pour la partie emprunt. Et l'estimation, du coup, elle a été faite très en amont. Enfin, du coup, j'imagine que vous avez eu aussi des compétences en termes de maîtrise d'œuvre, pour vous aider à bien estimer. Et peut-être aussi à anticiper les aides, les subventions que vous pouviez mobiliser. Alors là-dessus, on a été bien aidé en maîtrise d'œuvre par l'architecte et le kéramicien. Et on a aussi assumé nous-mêmes la maîtrise d'ouvrage et cette question du financement. Alors ça, c'est quand même un gros morceau. On y a passé beaucoup de temps. Il y avait des personnes qui avaient de la compétence dans ce domaine-là au sein du groupe. C'est aussi pour ça qu'on a pu faire nous-mêmes. Mais la maîtrise d'ouvrage de cette opération immobilière avec son caractère participatif, on estime couramment que ça représente un mi-temps de travail pendant 3 ans qui a été fait de manière bénévole par l'ensemble du groupe. Uniquement la partie maîtrise d'ouvrage administrative et financière. Donc c'est quand même, ça c'est un gros morceau. Ok. Alors, on va juste clore ce tour de questions sur les côtés très financiers et administratifs. Il y avait Aline qui voulait savoir du coup le pourcentage de la participation de l'ANA et de la région dans le coût total. Est-ce que vous pouvez rappeler les coûts des études? Et enfin, il y avait également une question de Christine qui a été posée un petit peu plus tôt concernant la réhabilitation. Est-ce que vous voulez dire que les 5 premiers foyers ont porté financièrement le coût de la réhabilitation, le temps de trouver ce 6e foyer qui vient d'arriver? Oui. Donc ça on peut répondre oui de suite. Donc en fait, c'est les 2 premiers foyers qui ont porté le 6e logement jusqu'à ce qu'ils trouvent preneur. Ça oui, le coût des études, je crois que c'est 130 000 € de mémoire. On n'a pas fait de diapositive sur le budget, mais les études préalables, les études énergétiques, la maîtrise d'œuvre, c'est environ 130 000 €. L'aide de la région au titre de l'appel à projet NoWatt, elle pèse à peu près 10%. L'équivalent d'un logement. Voilà, l'équivalent d'un logement, environ 10% du coût de l'opération totale. Donc c'est une belle aide quand même. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions techniques. Les questions financières, je pense qu'on en a fait le tour et je vous propose d'ouvrir rapidement la rubrique bricolage. On a plusieurs questions de ce type-là. Alors, il y a une question de Cécile, c'est la maison est-elle en pierre ou en pisé? Quelles prestations avez-vous réalisées en chantier participatif? Et Jérôme est intéressé par votre choix de toilettes sans eau et sans sueur. Pouvez-vous donner quelques informations? Merci. Alors, la maison est faite en tout ce qu'il y avait autour du terrain et beaucoup de choses. Vous savez, les habitations fait un peu de briques et de broc de plus en plus qu'on avance dans le temps. Il y avait de... Là, à l'écran, vous avez la belle photo. La belle photo. C'est la belle façade, un mur en pierre et en terre. La façade arrière,
C'est un mur en tôle sur des poteaux en bois. Hein. Voilà, c'est Bon. l'évolution, elle est là. Donc, après, enfin, là, on voit devant, on voit un enduit ciment, par exemple, qui vient d'être tombé. Ils sont en train de refaire un bon enduit. Il y avait, je sais pas, c'est de la terre, pierre, du béton. Il y a pas mal de béton hein, sur la partie habitation, donc ça représente un sixième hein, peut-être de la maison. Avec son lot, elle avait aussi ses petites toiles d'amiante que tout le monde aime bien avoir sur son terrain. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui sont, c'était comme ça avant quoi. Et on fait avec, on fait avec le bâti tel qu'il est, quoi. Ouais. Avec ses qualités et ses défauts. Quoi. Alors, les travaux qu'on a fait en chantier participatif nous-mêmes ou avec de l'assistance, alors traditionnellement une bonne partie des démolitions. On a fait le système d'assainissement pédroépuration avec un appui d'un moniteur technique qu'on a fait nous-mêmes en louant une pelle. On fait tout l'aménagement des communs, que ce soit la peinture, les enduits intérieurs, la dalle du local technique. Voilà, on fait tous les travaux sur les extérieurs, donc à part les réseaux, mais tous les traitements extérieurs sont faits par nous-mêmes. Et on a trouvé une solution. Un des 6 foyers voulait faire ses travaux lui-même de la partie seconde œuvre du logement à l'intérieur. Et on a trouvé une formule où c'est les 2 fenêtres en haut à gauche de la photo. Le logement a été fait en auto-réhabilitation pour la partie intérieure. La société a livré à l'associé une coque isolée et à l'intérieur, elle a tout fait elle-même. On a trouvé une formule de calcul pour que ça soit possible. Voilà, donc ceux qui souhaitaient faire leur peinture pour limiter un peu leur coût de professionnel avaient cette possibilité de déduire un coût de peinture d'un professionnel et faire lui-même porter ce choix de réhabilitation perso. Quoi. Après, on peut peut-être expliquer sur les WC secs. Ouais. On va vous partager l'écran, si vous voulez bien, parce qu'on a une diapo par rapport à ça. Donc il s'agit de WC sec sans eau, sans sciure, que vous présente Delphine. Ah. Alors, on a été accompagné par Pierre et Terre à Riscle, donc qui est dans le Gers, qui sont très, très au fait des solutions écologiques en fait et de sobriété sur l'habitat partagé. On fait faire nos WC par un menuisier. On a fait venir je ne sais plus quel endroit, des séparateurs d'urine en céramique, parce qu'on ne voulait pas des séparateurs d'urine en plastique. À l'heure actuelle, en France, on ne trouve que ça. Donc c'est le seul truc qui vient un peu plus loin en Europe. Et donc là, on voit sur le schéma, les urines partent directement vers l'assainissement et les selles sont dans un seau qui sera vidangé et elles sèchent grâce au réseau VMC, elles sont asséchées, donc il n'y a pas d'odeur. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de sciure. Et pour tirer la chasse, entre guillemets, on a dit, en fait, finalement, il suffit d'avoir un petit pchit pour vitre, là, et faire ça sur le séparateur d'urine pour voilà, enlever la petite goutte qui reste. Donc, voilà le système de WC sec. Ça nous a en fait permis d'avoir des petits WC secs, parce que les WC sont très petits dans ces logements, des petits WC secs et d'avoir des WC à l'étage, parce que en gros les solutions qui sont géniales hein, proposées beaucoup d'évacuation vers l'extérieur, et nous on a dit non, on peut pas, si on veut faire notre projet avec ces logements là on peut pas. Donc il faut que ce soit le système de vidange
vidange manuel, quoi. Techniquement, la difficulté la plus importante, c'est la ventilation. Donc on a un système de ventilation qui est très soigné, avec une prise d'air de la VMC à côté du seau, dans la cuvette, non pas au plafond des WC, pour évacuer les odeurs immédiatement et permettre un séchage rapide des fesses. Et le deuxième point, c'est le confort, notamment le confort de la vidange du seau, puisqu'il faut prendre son seau, le sortir, et avec un système de récupération dans un compost qui est tout proche de l'immeuble et très confortable et très facile à utiliser. Voilà, avec un petit robinet à côté, histoire de passer un coup sur son seau et de le remonter. Voilà. Ce système de WC sec fonctionne aussi avec un espèce de joker. Le joker, c'est un bloc sanitaire avec des WC secs à l'extérieur de la maison, très confortable, même niveau de confort, mais accessible depuis les jardins. Et puis on est dans le Gers, 6 mois à l'année, on vit autant dehors que dedans. Donc de pouvoir utiliser ces WC communs extérieurs, et ça fait tout ça de seau à vidanger en moins. Et c'était aussi une volonté du groupe, puisqu'on veut s'ouvrir à l'extérieur avec voilà, la salle commune qui peut être totalement accueillir un stage, par exemple, c'était de pouvoir avoir des WC publics, entre guillemets, qui puissent accueillir des gens de l'extérieur. Voilà. J'arrête le partage. Eh ben, merci. Alors moi, du côté des participants, il me reste 2 questions. Je ne sais pas si Valérie, tu en as d'autres de ton côté. Ou si on peut... On peut prendre les 2 dernières questions et puis ouais, on peut prendre les 2 dernières questions. Allez, et alors les 2 dernières questions, donc j'ai gardé des questions un peu plus cool pour la fin. Alors, déjà, connaissez-vous la signification du mot Pendjab ou Penjat? Et la deuxième, c'était quelle suite à votre projet? Est-ce que d'autres projets ont-ils été initiés dans les environs de Auch, à votre connaissance? Alors, Penjat, on a appris que c'était pendu ou suspendu, on va imaginer ça, puisque c'est en haut d'une petite butte. Voilà, en fait, le Penjat est sur une zone où il y a le petit Penjat à côté, qui est la première zone à obtenir ce nom voilà, quand on remonte sur le cadastre. Donc ouais, on est au courant, c'est un nom qui nous fait un peu rire. C'est le lieu-dit en occitan, quoi. Ouais. Ce site, cette maison porte ce nom-là depuis 200 ans, quoi. Et après, la deuxième question, je sais plus. C'est quoi la deuxième question? C'était sur les autres projets Ah oui. qui sont dans le secteur à Auch. Et il y en a un très grand aussi, un très beau. Alors, il y a la convention à Auch, qui est un projet donc d'habitat partagé, qui, je crois, est une copropriété. Donc, eux avaient déjà obtenu l'ANA. C'est un très, très beau lieu, puisqu'ils ont réaménagé... c'est quoi, un ancien établissement d'hébergement pour enfants. Non, c'est un lieu classé en fait. Un endroit socio-éducatif avant, ouais. et auparavant un lieu très ancien, du bâti qui a plusieurs siècles. Ouais. Et c'est au cœur de la ville. D'ailleurs, notre architecte travaille à son cabinet de travail dans cet habitat partagé, donc il y a aussi une part ouverte vers l'extérieur. Donc on connaît un petit peu la convention. Il y a Alter Habitat Lillois aussi. Oui, il y a un projet qui s'est fait à peu près en même temps que nous, un peu plus vite que nous, à l'île Jourdain, dans la sous-préfecture. Eux, ils y habitent depuis plus d'1 an, avec lequel on a un petit peu échangé. Et puis on est surpris du retour et de la réaction toujours très très positive de tous les gens qui viennent visiter. Il y a 50 personnes qui sont venues dans les réunions publiques qui se sont posées la question de venir ou pas. On a beaucoup de visiteurs, on a des réseaux d'amis et de familles de 6 foyers, et à chaque fois, les gens de tous âges, les jeunes, mais aussi les gens âgés, les voisins qui habitent là depuis longtemps, qui nous disent c'est pas mal hein, la manière dont vous faites ça.
Ça a de l'avenir. Oui, oui, je pense que ça va faire des petits à Hoche, mais nous, on est déjà la suite du projet de la convention, Oui. quoi. Et là, on sait qu'il y a un autre projet, mais qui est vraiment encore à l'état d'intention. C'est Hoche a une ancienne caserne qui voilà, vient d'acquérir une ancienne caserne et aimerait le réhabiliter avec des locaux d'activité, des locaux d'habitation et une partie des Occitans qui souhaitent être dans Hoche. Enfin, je parle de dans Hoche parce qu'il y en avait une partie qui était intéressée par le Penjat, mais c'était trop éloigné de la ville, vraiment. On montait un petit groupe et on sont allés voir à la mairie pour dire ben, nous, on veut faire un habitat partagé dans cette caserne qui a un énorme potentiel, quoi. Voilà. En fait, du coup, c'est des initiatives qui font plein de petits autour d'elles. Donc, c'est génial d'avoir ces retours. Et peut-être pour le mot ou la dernière question de fin, justement, toutes ces personnes intéressées qui viennent vous rencontrer ou même pour les participants aujourd'hui qui sont parmi nous, soit des collectivités ou avant des groupes, quel conseil, précieux conseil vous leur donneriez pour se lancer? Sur quoi est-ce que, peut-être sur quels aspects vous les mettriez en vigilance ou voilà. Qu'est-ce qui pour vous a été essentiel? La transparence et l'acceptation de faire des concessions aussi sur son idéal qui peut se transformer en fait, je pense. Moi, je trouve que en fonction de notre façon de voir les choses, on peut se dire oh là là, on a eu que des problèmes sur cette réhabilitation, ou alors se dire mais en fait finalement on n'a pas eu tant de problèmes que ça et on a réussi à toujours contourner les obstacles. Enfin voilà, je pense que la transparence dans le groupe c'est hyper important, la communication et nourrir ça, même si on est occupé à autre chose. Et aussi une manière de voir les choses. Et moi, je trouve le Penjat, c'est un peu un train. On se dit, mais comment les gens ils vont rentrer dedans? On a l'impression d'être dans un TGV et à chaque fois qu'un foyer a intégré, mais il n'a eu aucun souci à s'intégrer. Donc, c'est aussi un état d'esprit, quoi. Je dirais ça. Moi, je dirais, allez visiter d'autres habitats partagés, d'autres habitats participatifs. Venez aux rencontres nationales. Nous, on y est allé il y a 3 ans, c'était très très riche. Le réseau est plein d'enseignements, il est très généreux. Il faut aussi le faire vivre, mais c'est aussi une bonne manière de découvrir. Merci à vous. Merci. Et du coup, donc on vous retrouve déjà aux rencontres nationales, effectivement, à Lyon, au mois de juillet. Et si on veut avoir plus d'informations, on peut aller sur votre site internet et également vous retrouver via la cartographie des projets sur Habitat Participatif France. Le temps de questions-réponses, du coup, s'achève. Et donc, on vous remercie toutes et tous d'avoir participé pour ce premier webinaire. On était très contents de l'animer avec Thomas. Et puis, on se retrouve demain, on espère, avec vous dans de l'autre côté de la France, à la Jolie Colo, à Montrand sur Vercors, donc à 18h. Voilà pour un beau projet qui est un petit peu différent, qui est un habitat partagé qui s'inscrit aussi autour d'un tiers-lieu. Mais vous en saurez plus dès demain. Et voilà, on vous invite aussi,
si vous avez, vous êtes intéressé par les webinaires et par ce qui s'est dit, ou si vous avez besoin d'informations complémentaires, voilà, nous laissez vos commentaires. Voilà, donc on a laissé un mail et on fera peut-être pour ceux qui ont participé, un petit questionnaire à la fin pour voilà, savoir quelles sont un peu vos attentes ou vos contributions sur le sujet. Voilà. Thomas, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est tout bon. Bah, on espère qu'on vous reverra demain pour le webinaire et que vous avez apprécié et appris des choses ce soir. Un grand merci en tout cas à Jérôme et Delphine, j'allais dire Jéréphine, à Jérôme et Delphine, un grand merci pour le partage d'expérience. Il y a pas mal de commentaires qui défilent pour vous remercier de la part de tous les participants. Donc vraiment merci d'avoir pris le temps. C'est très important, je pense, de revenir sur les expériences pour faire apprendre à tout le monde et développer ce genre de projet. Ah oui, et puis encore, je ne crois pas qu'on l'ait déjà dit, mais du coup, on a enregistré, donc ça sera possible de revisionner et de pouvoir repartager le webinaire. Voilà. Merci à tous et à toutes, et bonne Merci beaucoup. soirée. Bonne soirée à tout le Portez-vous monde. bien.